notre invitée Laurence Bilner, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de JOS Project, une structure d'analyse de la propagande extrémiste violente et des discours radicaux. Particulièrement important de vous avoir avec nous ce matin sur Radio J, au lendemain de la libération de 3 nouveaux otages israéliens relâchés par le Hamas hier, Ohad Ben-Ami, Eli Sharabi et Or Lévi, qui plus encore que les précédents sont apparus physiquement très marqués par leurs 16 mois de détention dans la bande de Gaza. Dans ces images, Laurence Bilner, le Hamas apparaît puissant, des hommes forts en armes, en contraste avec des otages affaiblis. Que pensez-vous de la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux ou ailleurs, même dans la presse? Les montrer, est-ce que c'est dénoncer le Hamas ou faire le jeu du groupe terroriste? Oui, en fait, la question de la diffusion de ces images qui ont une charge émotionnelle très forte sur les réseaux sociaux, c'est une vraie question. En réalité, en fonction des sphères, en fonction des partis pris, ces images ne seront pas du tout perçues et interprétées de la même façon. Et selon le récepteur, ces images, comme celle du 7 octobre d'ailleurs, peuvent susciter soit de la galvanisation pour ceux qui vont s'identifier au bourreau, ou à l'opposé, une indignation profonde pour ceux, et c'est l'immense majorité des cas, qui s'identifient aux victimes. Et en fait, leur diffusion, elle pose un problème éthique dans la mesure où des victimes sont exhibées contre leur volonté. Et d'ailleurs, la famille de Arbel Yaoud, qui a été bousculée par la foule jeudi de la semaine dernière, a demandé à ce que la vidéo ne soit plus diffusée, en fait. Mais ces vidéos circulent de toute façon. Et donc, elles doivent de facto servir comme source d'analyse, l'analyse la plus dépassionnée possible. C'est pas facile devant ces images très dures, la plus rationnelle possible pour mettre en lumière l'intention du Hamas, les messages du Hamas. Et d'ailleurs, de manière plus générale, ce qui est frappant dans ce conflit, c'est que précisément, il y a une imperméabilité entre les sphères, entre les camps numériques, avec la souffrance de l'autre camp, qui est invisibilisé par les algorithmes, les biais de confirmation, et ça finit par créer une compassion à sens unique et une sorte d'empathie hémiplégique. Là aussi, les otages israéliens, comme les fois précédentes, ont été exhibés sur une estrade. Quel est le but que recherche le Hamas avec ces mises en scène? Le Hamas, il sait pertinemment que ces images de libération d'otages vont faire le tour du monde. Donc pour lui, c'est un moment clé de communication stratégique. Et donc, comme tous les groupes qui combattent du faible au fort, il transpose dans le champ communicationnel le combat qu'il est sûr de perdre sur le terrain. Et donc, il va profiter de ces libérations pour mettre en avant plusieurs arcs narratifs, la victoire militaire, le fait d'avoir survécu malgré la promesse d'éradication, une victoire politique avec des documents officiels qui sont signés avec la Croix-Rouge pour montrer qu'il est en contrôle de la gouvernance et qu'il a atteint ses buts de guerre avec la libération des centaines de prisonniers palestiniens. Il va également mettre en avant que c'est un groupe qui respecte le droit de la guerre, par exemple qui détient essentiellement des prisonniers militaires, qui n'a pas délibérément tué des civils le 7 octobre. Hier, Or Lévi était habillé en habit militaire alors que c'est un civil. Et évidemment, ils vont mettre en avant l'humiliation d'Israël. Ils vont exhiber ces otages comme des trophées militaires. Ils vont leur demander de faire des remerciements, des signes de main à la foule. Et en particulier hier, Eli Sharabi, il dit devant la foule qu'il est heureux de retrouver sa femme et ses filles qui en fait ont été assassinées le 7 octobre, mais il l'ignore. Et ça, le Hamas le sait bien quand il lui fait dire ça. A priori, le Hamas le sait. Quel message, justement, diffuse le Hamas à travers ce que vous venez de nous raconter sur le fait de forcer un otage à s'exprimer dans un simulacre d'interview en exposant ces hommes qui tiennent à peine debout après ces libérations. Précédemment, le groupe terroriste avait pris soin de relâcher des otages qui semblaient mieux traités. Là, il y a un gros gap entre les otages de la semaine dernière et les otages de cette semaine. Qu'est-ce que ça nous dit ? Oui, c'est vrai.
En fait, pour moi, c'est quelque chose qui est pensé, c'est pas un hasard. Je crois que le Hamas essaie de jouer sur l'effet de surprise, le choc d'indignation. Ça s'inscrit complètement dans une démarche de terrorisme psychologique avec la recherche d'un effet de choc ultra médiatisé, de toujours aller plus loin dans l'inacceptable. Et pour moi, l'intentionnalité ici, c'est de déchirer la société israélienne entre ceux qui, devant ces images, vont vouloir de manière très urgente le retour rapide des otages, et ceux qui voudront continuer la guerre. Donc en fait, vraiment déchirer Israël de l'intérieur. Et déjà, lors de la libération de 2 otages la semaine dernière, donc Arbel Yehoud et Gadi Moses, qui étaient physiquement menacés par une foule violente, l'effet choc était là. Et hier, c'est allé encore plus loin quelque part. Pourquoi c'est allé encore plus loin ? Qu'est-ce qui, dans les images d'hier, va encore plus loin précisément ? Parce que, en fait, hier, les images ont touché profondément la psyché israélienne. Ça fait, pour la psyché israélienne, c'est une sorte de référence à la Shoah, qui est un référent mémoriel omniprésent en Israël. C'est pas un hasard si 2 des otages ont été rasés. Donc il y a vraiment une volonté de réveiller ce traumatisme, quelque part de dire à Israël, plus jamais ça, on n'y est pas encore. Il y a sur les réseaux sociaux même des réactions politiques en Israël qui disent que le Hamas, c'est des nazis. Vous, en tant qu'experte de la propagande extrémiste violente, qu'est-ce que vous pensez de ce type de déclaration ? Je pense que le nazi, c'est vraiment utilisé comme synonyme de parangon du mal. Et d'ailleurs, le Hamas lui-même appelle les Israéliens les nazis sionistes. Je crois que ça veut pas vraiment dire grand-chose. Les nazis sont les nazis, le Hamas, c'est le Hamas. Ce sont 2 choses différentes, 2 périodes différentes, des modes opératoires différents, des intentionnalités différentes. Je pense pas que ce soit pertinent d'assimiler les 2, mais il est évident que hier, ça a réveillé quelque chose. Il y a notamment des témoignages de survivants de l'Holocauste qui ont dit que ça avait réveillé quelque chose. Mais pour moi, ça reste quand même 2 choses différentes, qui doivent être combattues de manière différente, médiatiquement, militairement, etc. Est-ce que le Hamas a conscience de ça lorsqu'il rase les otages, vous l'avez dit, lorsqu'il libère des hommes émaciés? Est-ce qu'il a conscience de ce que ça réveille? Est-ce qu'il le fait à dessein? Oui, pour moi, c'est clair qu'il le fait à dessein pour réveiller ce traumatisme de la Shoah, pour réactiver aussi celui du 7 octobre. La promesse de nouveau 7 octobre à venir, cette promesse, en fait, on la voit dans les vidéos qui sont diffusées avec chaque libération d'otages, avec des enfants, parfois en armes, qui paradent aux côtés du Hamas ou alors qui acclament les combattants du Hamas, ce qui montre qu'en fait, la prochaine génération est là pour assurer la relève et que la menace, elle est transgénérationnelle. Merci beaucoup Laurence Bilner pour ces décryptages. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Radio J, cofondatrice de JOS Project, structure d'analyse de la propagande extrémiste. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée.